Voilà, ça y est, nous avons le son. Merci à tous de nous avoir rejoints dans cette salle de conférence Asimov du Salon Global Industrie 2022. On va s'intéresser aujourd'hui à un sujet qui est crucial. On a mis le doigt dessus d'une manière parfois dramatique pendant la crise du Covid que nous venons de traverser. On s'est aperçu qu'on pouvait, même dans des pays industrialisés aussi avancés que les pays européens, manquer de certains produits, avoir des chaînes d'approvisionnement qui ne donnaient pas le meilleur de ce qu'on en attendait. Se pose donc aujourd'hui la question de la relocalisation ou même tout simplement de la localisation de la production de certains produits. Il y a des choses qui se développent, qui commencent à exister et il n'y a pas de raison de ne pas se doter d'outils industriels qui nous permettent d'en profiter, de les avoir à notre disposition. Certaines de ces localisations sont stratégiques, on va y venir. Donc, l'angle de notre sujet aujourd'hui, c'est quels produits sont propices aux relocalisations, aux localisations en France. Les pouvoirs publics ont prévenu. Seules seront relocalisées les productions stratégiques et économiquement viables, mais lesquelles? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes entourés de points de vue qui vont être stratégiques, qui vont nous aider. Nous sommes en contact à distance avec Stéphanie Pistre, qui dirige donc la société Gimbert-Surgelé. Elle va se présenter dans quelques instants. Nous sommes aussi en compagnie de Max Blanchet, d'Accenture, de Reynald Marshall, de BPI France, de Romain Lucaso, de la SCET, de Thierry Lucotte, qui est président de la Société des ingénieurs arts et métiers. Tout de suite, je leur demande de se présenter. Stéphanie Pistre, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous avez rejoints? Je vous passe la parole tout de suite. Présentez-vous, parlez-nous un petit peu de votre société. On vous écoute, c'est à vous. Bonjour à tous. Je suis en visio, je suis parmi vous quand même. Bonjour à tous, donc Stéphanie Pistre, la présidente de la société Gimbert Surgelé, Gimbert Océan, qui est spécialisée dans l'importation de produits surgelés de la mer et qui avons pour projet pour 2023 et à partir même de 2024 la localisation, comme vous disiez, puisque ça n'existe pas selon le modèle que l'on veut développer aujourd'hui, la localisation de la production de produits surgelés de la mer. Voilà, au cœur du Gers. Vous devez entendre mon accent. Donc alors, vous nous expliquerez comment vous réussissez une performance comme celle-ci, parce que j'imagine que les défis sont nombreux. On doit de temps en temps avoir un petit peu de sueur au coin du front. Vous nous expliquerez tout ça, on revient vers vous très très vite. Maintenant, je passe la parole à Max Blanchet. Présentez-vous et puis bonjour à tous. Expliquez-nous votre sensibilité sur ces sujets de localisation et de relocalisation. Oui, tout à fait. Donc, Max Blanchet, bonjour à tous. Je travaille chez Accenture Stratégie. J'ai pour ma part travaillé toute ma carrière dans l'industrie et l'industrie est un de mes sujets de prédilection. J'ai publié 3 ouvrages d'ailleurs sur l'industrie. En 2012 sur la réindustrialisation de la France, en 2015 sur l'industrie 4.0 et là, il y a 2 mois sur l'industrie du 21e siècle, c'est-à-dire qu'est-ce que va devenir notre industrie pour la préparer à basculer dans le nouveau siècle. Voilà. Merci. Je passe la parole à Thierry Lucotte. Allez-y, présentez-vous. Oui, bonjour à tous. Donc Thierry Lucotte, je suis le président de la Société des ingénieurs arts et métiers, ancien chef d'entreprise. Donc les ingénieurs arts et métiers, c'est... Je n'en veux pas, hein, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, bon. Les ingénieurs arts et métiers, c'est 60 000 ingénieurs dans l'industrie en France, hein, dans tous les secteurs, dans toute taille d'entreprise. Et en tant que, je dirais, association d'anciens, nous sommes aussi en liaison avec l'école et on fait le lien justement entre les besoins de l'industrie tels qu'ils peuvent être exprimés dans les territoires, dans les entreprises, et puis l'école et les aspirations des élèves. Parce qu'il y aura peut-être une dimension, on pourra y revenir, mais pour faire cette réindustrialisation ou cette renaissance industrielle, il faudra des bras, il faudra des cerveaux, et il faudra que l'industrie réponde aux attentes aussi des jeunes. Donc, j'imagine une grande diversité de talents. Et dans ce domaine-là, Arts et Métiers est une école qui a une grande histoire et une très belle histoire qui accompagne le développement. Depuis 2 siècles, donc effectivement, on a une certaine histoire. Absolument. Romain Lucaso, alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette table ronde, dans ce débat aujourd'hui? Alors, l'asset est
est un cabinet de conseil public. Vous m'entendez bien là? Un C'est petit peu suffisamment plus proche? près, Un peu plus proche. votre micro. Donc l'A7 est un cabinet de conseil public, une filiale de la Caisse des dépôts qui existe depuis 1955 et qui a pour mission d'accompagner les collectivités locales et plus globalement les acteurs territoriaux sur leurs enjeux de développement. Donc on fait du développement ou du conseil, de l'appui au développement territorial. Plus le temps passe, évidemment, plus les enjeux autour du développement économique, autour de la stimulation des écosystèmes économiques, industriels, locaux prend de l'ampleur. Et s'articule avec tout ce que font les collectivités locales, et notamment les enjeux de mobilisation de foncier. Et à ce titre, nous, on accompagne effectivement les décideurs publics locaux sur leur stratégie de développement économique. Et notamment, on prend notre part sur les enjeux de développement économique en lien avec la réindustrialisation, la relocalisation d'activités industrielles. Reynald Marchal, c'est à vous, même exercice, même punition? Oui, merci. Écoutez, moi je suis manager conseil chez BPI France, donc je fais partie de la direction de l'accompagnement de BPI France qui a été créée en 2014. Aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 2500 entreprises sur différentes missions de conseil et notamment aussi sur les sujets de réindustrialisation. Et avant de rejoindre BPI France, j'ai passé 15 ans dans l'industrie automobile et médicale. Donc vous avez quelque part un vernis qui vous permet d'adresser toutes ces questions. Alors, dans notre introduction, on parlait de production stratégique. Alors, c'est-à-dire, de quoi s'agit-il, Max Blanchet? Alors oui, tout à fait, de production stratégique. C'est vrai que le mot de souveraineté industrielle et de produits stratégiques est apparu lors de la crise du Covid, où il est apparu très clairement qu'en France, on manquait de fabrication d'un certain nombre de produits et qu'on était dépendant de chaînes de valeur lointaines et donc créant des problèmes d'approvisionnement. Et donc c'est un petit peu ça qui est arrivé comme terminologie. Qu'est-ce que c'est que des produits stratégiques? C'est des produits qui sont vitaux pour le pays. Et donc, en général, on les définit autour de 4 domaines. Donc, la santé, la mobilité, la communication, la défense. Mais à cela, il faut rajouter aussi tous les fournisseurs stratégiques de ces industries-là. Par exemple, les machines, équipements, l'électronique et tout ça. Et quand on regarde aujourd'hui la situation de la France, alors ça n'a échappé à personne la France est beaucoup désindustrialisée, je ne reviendrai pas là-dessus. Notre industrie est tombée à 13% de notre économie, c'est-à-dire pas tellement plus que la Grèce par exemple. Mais quand on regarde, on a fait une analyse plus précise sur qu'est-ce qu'on fabrique, qu'est-ce qu'on achète. Et c'est une analyse make or buy, comme le ferait chacun des entreprises industrielles. Et en France, on achète en gros en valeur ajoutée pour 64%. Et donc, on fabrique pour 64% et on achète pour 36%. Quand on compare avec l'Allemagne, et l'Italie, l'Allemagne fabrique pour 71% de ce qu'elle consomme et l'Italie 76% de ce qu'elle consomme. Or, ce sont deux pays qui ne sont pas des pays à bas coût. Donc, il n'y a pas de raison que nous serions effectivement défavorisés sur ce plan-là. Et quand on regarde sur certains secteurs, alors c'est encore plus criant, dans les machines et équipements, la France fabrique 61% de ses besoins versus 81% pour l'Allemagne et 85% pour l'Italie. L'industrie électrique et électronique, 44% en France sont fabriqués et le reste est acheté. 50 versus 57% en Allemagne et 60% en Italie, qui achètent donc que 40%. Vous voyez, il y a des différences entre faire et acheter et importer, en fait, très significatives. Même la mode et le luxe, on est à 31% de fabrication en France et 70% est acheté. Alors, acheter, importer à d'autres pays, etc. Vous voyez, donc ça vous donne un peu le point de départ de notre stratégie de relocalisation et qu'il est tout à fait légitime de pouvoir se dire de relocaliser les activités en France, de retrouver un niveau qui peut être proche de pays tels que l'Europe. Et il n'y a aucune fatalité à cela. Il s'agit de lancer des bonnes initiatives. On va en reparler tout à l'heure, j'imagine. Mais il y a beaucoup de produits, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, qui peuvent être tout à fait relocalisés en France. Bien évidemment, on est toujours à se dire on ne peut pas relocaliser des produits fabriqués dans des pays à bas coût, avec des machines amorties, avec des coûts du travail très décalés. Ces produits-là, c'est sûr qu'on ne les refera pas en France. Mais par contre, il y a énormément d'autres opportunités. Merci alors donc pour la précision de ces chiffres. Ça fait beaucoup de données d'un seul coup, mais c'est important de partir sur des bases solides et les chiffres en font partie. Thierry Lucotte, quand on parle d'industrie stratégique, qu'est-ce que ça vous évoque ? Industrie stratégique, pour moi, c'est effectivement des industries qui
pour lequel il doit y avoir une initiative, entre autres publique, pour soutenir effectivement autour de grands programmes. Mais derrière une industrie stratégique, il doit y avoir des filières. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, je pense, une réindustrialisation uniquement basée sur un certain nombre de grandes initiatives. On parle des fameuses Big Factory, enfin, autour des batteries. Mais ces usines ne peuvent pas vivre sans avoir autour d'elles tout un tissu industriel, en particulier au niveau des process. Alors je sais que l'intitulé de la conférence, c'est les produits, mais qui dit produit dit process de fabrication. Et si on n'a pas, je dirais, l'ensemble de la compétence pour industrialiser et pour faire tourner, je veux dire, alors je parle aussi bien des compétences matérielles que des compétences humaines, eh bien on aura des usines, passez-moi l'expression, un peu hors sol. C'est-à-dire qu'on aura des phénomènes, mais qui ne vont pas irriguer l'ensemble de l'économie et qui même se trouveront en difficulté. Et dans le make or buy, il n'y aura qu'une solution, c'est le buy au niveau des équipements industriels. Donc pour moi, c'est clair qu'il faut qu'il y ait des initiatives publiques autour d'industries stratégiques, mais celles-ci doivent, il ne faut pas oublier aussi de soutenir l'ensemble du tissu économique de la qui est filière. derrière. Oui, bien sûr. Je passe la parole à Romain Lucaso pour qu'il nous dise un mot là-dessus. Vous avez évoqué notamment le travail que vous produisez en direction des régions. Et puis tout de suite après, on retournera demander son avis à Stéphanie Pist, parce que je suppose bien évidemment que comme tout industriel, elle est tributaire de fournisseurs, elle est inscrite dans une chaîne, et elle pourra nous parler de ça, je dirais, de manière extrêmement concrète et pragmatique. Mais d'abord, Romain, je vous passe la parole. Cette notion de filière, parfois on voit se concentrer les choses dans des régions. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est d'ailleurs une chance peut-être pour ces territoires? Dites-nous quelques mots là-dessus. Alors, il y a deux choses, je pense. On a en général tendance à approcher la question de la réindustrialisation par un prisme très high-tech en France. Et donc, qui dit high-tech dit raisonnement de cluster, concentration effectivement d'activités à très forte valeur ajoutée autour d'un pôle géographique bien déterminé, parce que c'est comme ça qu'on gagne dans la mondialisation. Donc l'exemple archétypal en France, c'est Toulouse, autour de l'aéronautique. Moi, j'aimerais insister sur le fait que les activités industrielles à très forte valeur ajoutée, à très fort niveau technologique, c'est pas l'ensemble des activités industrielles, et c'est surtout pas l'ensemble des activités industrielles accessibles en France. Et ce n'est pas non plus l'ensemble des activités industrielles dont on a besoin d'un point de vue stratégique en termes de souveraineté. De ce point de vue-là, la réflexion des pouvoirs publics, elle a évolué entre avant le Covid, pendant le Covid et maintenant. Où un certain nombre d'éléments de contexte internationaux que je ne vous rappelle pas nous a remis le nez devant une notion qu'on croyait complètement périmée, qui est celle de la souveraineté alimentaire. Et donc c'est très bien qu'il y ait quelqu'un qui représente l'industrie agroalimentaire dans le tour de table, parce que ce sujet va monter dans les prochaines années et va monter autour de, en gros, une étape actuelle où les collectivités locales se disent « je vais faire des plans alimentaires de territoire, je vais faire des stratégies alimentaires, donc je vais m'occuper du foncier, des paysans, etc. » C'est 10% de la... C'est très important, mais c'est 10% de la chaîne de valeur de l'industrie agroalimentaire, en gros de ce qu'on a dans nos assiettes. Le sujet sur lequel on va de plus en plus se positionner, c'est qu'est-ce qu'on fait en termes de relocalisation d'activités de transformation dans l'agroalimentaire. Et là, pour le coup, c'est très, très, très stratégique. On commence à le voir. Avant, effectivement, de faire du high-tech, il va falloir de plus en plus dans le futur s'assurer qu'on a des choses dans nos assiettes. Alors, je vous remercie. Effectivement, on imagine... Quand on pense à une industrie stratégique, on pense immédiatement à l'agroalimentaire. C'est ce que nous utilisons tous, non pas une fois par jour, mais 3 fois par jour, parfois plus pour les gourmands. Je me tourne vers Stéphanie Pist. Justement, autour de cette question de stratégie, cette notion de filière, j'imagine que vous-même, vous vous inscrivez dans un flux. Alors, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer? Comment vous y faites face? Expliquez-nous un petit peu les défis auxquels vous êtes confrontés. Alors oui, en plus, c'est des défis à différentes échelles, puisque
aujourd'hui, nous sommes encore, on va dire, importateurs négociants, où on est déjà face aux aberrations de la mondialisation, dont on a fait, dont on a bénéficié pendant X années. C'est-à-dire que nous achetons dans notre secteur agroalimentaire, on est spécialisé dans les produits de la pêche. Donc nos produits sont pêchés dans leur zone de pêche naturelle, en Alaska, aux États-Unis, en Russie. Elles sont exportées dans l'usine du monde qu'est la Chine, qui a le monopole de la transformation des produits de la mer en double congélation. Et ensuite, elles sont réimportées via donc le fret maritime, les porte-conteneurs, ou en Europe, ou aux États-Unis, qui était leur lieu de pêche. Donc, effectivement, l'organisation et la route maritime mondiale est organisée comme ça, et nous, acteurs économiques, étions au cœur de cette aberration-là. Nous, notre entreprise, petite PME au fond du Gers, on s'est dit bon, mais il est temps d'arrêter ce genre de jeu et d'être totalement dépendant des Chinois. Donc le pari fou qu'on fait, qu'on a entamé depuis un an et qu'on va mettre en place définitivement sur 2023, c'est d'actualiser, de relocaliser cette production-là et d'être maître de notre propre production. Donc, c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes acheter les poissons à leur lieu de pêche et on va le transformer. Alors le pari fou est surtout que dans notre calcul économique, c'est de concurrencer directement les Chinois. Donc je voulais revenir justement à ce que disait M. Blanchet sur la compétitivité que pourraient avoir les entreprises françaises face à des pays qui sont dénotés à main-d'œuvre pas chère. La France peut être compétitive face à des pays qui ont une main-d'œuvre pas chère. Nos lignes de production telles qu'on va les concevoir, alors bien évidemment, seront le plus automatisées possible. Mais autour de ces machines-là, il y a des hommes pour les faire fonctionner, pour les faire tourner, des techniciens de maintenance, de production. Il y a en amont des entreprises françaises, voire européennes, qui sont là pour la conception de ces machines. Il y a tout un tissu économique en amont et il y aura tout un tissu économique en aval pour tout ce qui est emballage, tout ce qui est conditionnement. Donc il y a une chaîne, une création de valeur qui va s'engendrer de par une activité. Donc nous, on est un secteur stratégique agroalimentaire, mais imaginez le tissu de PME françaises qui pourraient faire ce choix-là et qui sont en train de le faire. Parce qu'effectivement, la crise du Covid, la crise sanitaire auquel on fait face depuis 2 ans, l'explosion des frets maritimes, les pénuries que l'on fait face aussi bien sur des matériaux que sur des produits alimentaires de première nécessité, font qu'on se retrouve face à nos aberrations historiques. C'est-à-dire qu'on s'est dépeuplé de nos richesses industrielles, on a dépeuplé nos territoires. Il est grand temps de refaire machine arrière avec la leçon de l'histoire. Stéphanie, j'ai une question, je voudrais vous poser une question. Votre approvisionnement de produits de la mer, vous arrivez à faire de l'approvisionnement local ou comment ça se passe? Vous avez... La particularité de notre PME, c'est qu'on est purement sur des produits sauvages issus de la pêche. Donc l'approvisionnement de nos produits restera lointaine parce que notre saumon sauvage, il n'est malheureusement pas sur les côtes françaises. Donc notre cœur de métier est au pays de l'Alaska. Après, il y a bon nombre de marailleurs bretons ou au nord de la France qui sont sur de la pêche côtière et qui sont un peu plus, on va retrouver ces produits dans les rayons marée frais. Voilà. Nous, pour aujourd'hui, on est encore spécialisé dans un process de double décongélation, donc c'est-à-dire que les produits sont pêchés, congelés à bord de la pêche ou processés dans les industries côtières et ensuite importés via la Chine qui décongèle, qui processe en filetage, qui recongèle et qui réexporte. Voilà. D'accord, merci. Et vous êtes combien dans votre entreprise, Stéphanie? L'entreprise compte 65 salariés et donc on est une trentaine de salariés focalisés sur cette activité GMR Océan qui aujourd'hui est exclusivement présente dans les enseignes de la grande distribution. Demain, le fait qu'on soit maître de notre production pourra nous faire ouvrir de nouveaux marchés qui nous étaient jusqu'alors interdits.
Donc Alors, au-delà, ça va être une création de valeur et une volonté d'expansion. D'accord. Merci Stéphanie. On va revenir en plateau. On parle donc bien sûr de production stratégique, mais qu'est-ce qui conditionne leur viabilité économique? Pour répondre à cette question, je me tourne vers Reynald Marchal. Chez BPI France, vous êtes directement exposé à ces questions parce que le gouvernement a été très clair. Il parle de production stratégique, mais économiquement viable, hein. C'est d'ailleurs l'intitulé de notre table ronde. Alors, comment se fait l'arbitrage? Bon, je vais répondre pour mes collègues qui sont banquiers. Moi, je ne suis pas banquier, mais effectivement, BPI France propose à accompagner les entreprises dans le cadre du plan France Relance. On a opéré directement pour le compte de la Direction Générale des Entreprises sur ces dossiers-là. Donc, il y a eu une volumétrie assez importante au moment du lancement. Je dirais, ça, c'est vraiment pour le volet investissement auprès des entreprises. Mais je voulais revenir un petit peu en amont pour qu'un projet soit viable. Ça part souvent de la volonté du dirigeant et d'une vision stratégique aussi. Il y a bien entendu les supports et des outils type ceux qu'on peut proposer en termes de financement, en termes d'investissement. Il y a également des outils d'accompagnement, de conseil pour accompagner le dirigeant, réfléchir. On a évoqué les thématiques d'écosystème, de fournisseurs, d'environnement qui permettent d'être compétitifs. On a parlé de repositionnement sur la chaîne de valeur pour intégrer aussi, je dirais, ce qui est stratégique pour l'entreprise. Et puis, si on doit tirer un côté positif de la crise, c'est que la crise Covid, plus ce qui se passe en Ukraine, c'est un catalyseur aussi, c'est un accélérateur de cette réflexion-là. Et puis, aujourd'hui, alors dans les règles de décision, il y a eu énormément de dossiers, donc je ne pourrais pas donner les détails du banquier qui va regarder ça. Mais si on part déjà vous avez un marché, vous avez des clients, vous avez des savoir-faire technologiques qui permettent d'être compétitifs. Tout ça, ce sont des volets qui sont intéressants et on peut relocaliser aussi des productions à des prix unitaires très faibles. Enfin, j'ai en tête des exemples sur des dispositifs de perfusion. Coût unitaire, c'est à peine plus d'1 €. On a accompagné une entreprise pour relocaliser ça de la Chine vers la France. Et on peut être rentable pour le faire. Max Blanchet, sur cette question de la viabilité économique liée à la production stratégique, rapidement, est-ce que vous pouvez nous faire Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un certain nombre de conditions, effectivement, pour pouvoir assurer la viabilité économique de quelque chose qu'on relocalise. Premièrement, il faut être sur des produits qui soient un peu, entre guillemets, haut de gamme ou de bon niveau de qualité. Deuxièmement, il faut un process industriel qui soit performant, efficace, qui permette de compenser potentiellement le coût du travail qui est relativement élevé, effectivement, en France. Donc, troisièmement, après, il faut bien segmenter ces sous-segments et ne pas aller forcément vers certains marchés qui sont comme ça. Et enfin, quatrièmement, il faut disposer effectivement d'un savoir-faire, d'un tissu fournisseur qui soit à proximité, qui soit extrêmement compétent. Et si on réunit toutes ces conditions-là, alors il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas produire avec un coût économique des produits qui soient compétitifs par rapport à nos voisins. On a fait une analyse très intéressante où on est parti de 2000 produits que l'on importait en France, qui fait partie des produits d'importation. On a regardé là-dedans les produits qui étaient dits stratégiques pour le pays, c'est-à-dire correspondant, comme je l'ai dit tout à l'heure, à de la santé. Oui, on a compris la notion. Etc. Combien de produits on avait, donc du coup, dans ces 2000 donc 2000 produits. Voilà. Alors, on a pris ceux qui étaient donc sur les segments stratégiques, d'accord. Donc, les approvisionneurs essentiels ou santé, défense, mobilité, etc. En cas de crise, on a besoin de ces 4 segments-là et l'agroalimentaire. Et sur ces produits-là, on a regardé lesquels étaient les plus vulnérables en termes de chaîne de valeur. Par exemple, vulnérable, ça veut dire, je prends l'exemple, le curare, c'est un produit stratégique parce que dans un hôpital, si on n'a pas de curare, on achète 80% du curare au Brésil. Bon, c'est logique, c'est là-bas qu'on le trouve. Mais quand même, ça veut dire qu'on est complètement dépendant d'un pays lointain qui pourrait décider de garder le curare pour lui ou le vendre aux États-Unis ou je ne sais quoi, et nous, on serait en rupture. Et donc, on a fait un indice de vulnérabilité de tous les produits stratégiques qu'on achète pour voir lesquels étaient effectivement les plus vulnérables. Et quand on combine les vulnérables et les stratégiques, ça nous fait 100 milliards d'importations de produits qui sont stratégiques et qui sont extrêmement vulnérables. Et sur ces 100 milliards de valeur ajoutée, eh bien, on peut largement, en regardant la compétitivité de la France,
en relocaliser pour 50 milliards de valeur ajoutée sans problème, vous voyez. Donc avec les conditions que je disais tout à l'heure. Donc c'est quand même un potentiel, vous voyez, très important. Donc il n'y a aucune fatalité et il est possible tout à fait de pouvoir, en mettant les bonnes conditions hein, et sans choisir des choses, fabriquer des masques peut-être n'a pas tellement de sens parce que les masques c'est très faible valeur ajoutée, etc. Avoir des stocks, oui, mais des fabrications peut-être pas forcément. Mais par contre, il y a plein d'autres produits. Donc dans tout l'électronique, remettre de l'électronique, remettre des équipements, etc., qui peuvent être tout à fait propices à ça. Quand on traduit en chiffres, du coup, on se heurte à la réalité. Hein. Ça fait tout de suite quelque chose d'assez, comment dire, prenez, palpable. Il y a des aberrations qu'on peut corriger rapidement. Prenez un exemple sur le lin. Vous voyez, j'ai écouté cet exemple-là qui est très très révélateur. La France est un des 2 leader dans la production de lin en Europe. D'accord ? Ce lin, on l'exporte à plein de pays européens. Ces pays-là, finalement, le retransforment pour faire des matériaux, pour faire des rideaux, pour faire des pièces qui remplacent des pièces en plastique. Il y a tout un tas d'applications avec le lin. Et une fois qu'ils ont fait ces pièces-là, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on les réimporte. Vous voyez ? Bon, donc pourquoi ne pas descendre dans la chaîne de valeur du lin, fabriquer nous-mêmes ces pièces, fabriquer nous-mêmes ces tissus, puisque dès lors qu'on est déjà leader dans la fabrication du lin. Donc il y a des tas de choses comme ça, quand on regarde la chaîne de valeur, qui pourraient être corrigées et permettre d'avoir une relocalisation bien plus forte. Alors Romain Lucaso, sur cette question de la viabilité économique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Il y a une condition quand même, si je puis me permettre, que tu n'as pas évoquée, qui est celle de la mobilisation du foncier. Parce que qui dit le foncier, oui, bien sûr. parce que qui dit effectivement relocalisation, implantation, réindustrialisation des territoires, dit disponibilité d'un foncier équipé, pertinent en termes de positionnement en relation avec des infrastructures et à des coûts compétitifs. Et c'est là, je pense qu'il va y avoir des gros sujets dans les prochaines années, parce qu'on est en même temps dans un mouvement qui est inexorable, qui est un mouvement de sécurisation du foncier, de préservation de nos espaces naturels en lien avec la transition environnementale. Pour autant, on a besoin d'avoir des stratégies qui sont des stratégies territoriales très très claires, de mise en place d'approches de réserves foncières, d'approches de financement par la puissance publique de la reconstruction de la zone d'activité sur des zones d'activité existantes, parce qu'on ne peut pas consommer des champs de patates et des forêts ad vitam aeternam, on ne pourra plus faire ça dans l'avenir, de façon à disposer de fonciers équipés, autant que possible plug and play, mais surtout à des conditions compétitives pour permettre l'investissement. Et là aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites, les sites clés en main, ce genre de choses, donc BPI effectivement en parlera, et nous on bosse avec BPI sur ces sujets, mais on n'y est pas totalement au regard de l'ampleur de l'ambition, et on n'y est pas totalement au regard de la dynamique, qui est plutôt une dynamique d'augmentation de la contrainte. Et donc là, il y a effectivement un sujet sur lequel c'est compliqué économiquement, et c'est aussi compliqué en termes de temps de cycle, c'est-à-dire qu'une implantation d'entreprise aujourd'hui, c'est à peu près 2 ans et demi avec plein d'aléas. C'est compliqué réglementairement, c'est compliqué en termes de relations avec la collectivité locale, d'appurement du plan local d'urbanisme, enfin toutes sortes de choses délicieuses que ceux qui ont fait une implantation ici connaissent bien. Et on a un sujet effectivement de bien maîtriser les temps de cycle et d'accompagner les entreprises qui veulent s'implanter sur un territoire avec une proposition de valeur très claire sur le fait qu'au moins sur cette matière première entre guillemets de n'importe quelle industrie qui est le foncier, on est capable d'apporter des choses compétitives. Certains de nos grands concurrents internationaux n'ont pas ces problèmes, hein. Donc c'est un sujet assez stratégique pour les prochaines années. Alors, effectivement, ça c'est intéressant. J'ai envie de me tourner vers Stéphanie Piste parce que il y a 2 choses. Déjà, vous avez créé une entreprise quasiment de zéro. Donc, la question de la viabilité économique, je pense qu'elle a été au cœur de votre réflexion et que vous avez des choses à nous dire autour de ça. Et puis, dans ce qui vient d'être évoqué, sur le choix du lieu d'implantation de votre entreprise, est-ce que ça a compté ? Alors, essayez de nous répondre à la fois sur ces 2 aspects, s'il vous plaît. Alors, non, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise, elle a 40 ans d'existence, mais par contre, elle intègre un nouveau métier où là, effectivement, on repart de zéro en rajoutant la casquette industrielle. Donc nous sommes basés dans le Gers depuis 40 ans et l'histoire de la réserve foncière effectivement a été aussi primordiale chez nous. On avait la chance d'avoir eu le fondateur de l'entreprise qui avait fait une réserve foncière il y a une vingtaine d'années qui nous permet aujourd'hui d'étendre notre site de production de façon à ce qu'il soit accolé à notre site administratif et de stockage existant.
Ça nous permet du coup, dans la viabilité du projet, d'assurer une mutualisation de fonctions support déjà existantes et d'optimiser tout ce qui est logistique et transport sur une activité industrielle qu'on ajoute à une activité de stockage administrative existante. Sur le fait de la viabilité, je voulais rejoindre aussi le côté BPI, et le côté de soutenir des secteurs stratégiques. On a eu la chance d'avoir été retenu et d'avoir été lauréat dans le plan relance. Le projet était déjà lancé, mais bon, on a vu cette fenêtre-là, on s'est présenté, on a présenté un dossier, et le fait qu'on ait été retenu lauréat nous a permis de croire du coup d'autant plus à ce projet à partir du moment où l'État croyait en ce projet. Donc, c'est-à-dire que la localisation et la relocalisation de nos produits, on a compris qu'on répondait à toute la partie résilience et souveraineté alimentaire, et que notre projet, au-delà d'une création de valeur pour nous, était une relocalisation de tout un tissu économique local et environnemental qui était quand même très, très important. Là où je voulais rebondir aussi, c'était la compétitivité et la lourdeur qui pourrait faire que les relocalisations industrielles en France pourraient être freinées ou empêchées. Je peux vous assurer, on est au cœur du montage définitif du projet, à être avec nos fournisseurs de machines et être en discours avec toutes les administrations françaises et le millefeuille français. Je vais peut-être me prendre un petit bâton pour me faire battre, mais on a toute cette lourdeur administrative qui... les entreprises peuvent être compétitives au-delà des coûts directs, que sont les main-d'œuvre, les amortissements de machines, les investissements en eux-mêmes. Ce qui pourrait freiner et alourdir une entreprise, c'est tout son environnement de normes et de réglementations qu'il faut. Ça, on peut pas en dénier, mais qui ne sont pas facilitateurs dans cette démarche d'implantation ou de relocalisation d'industrie en France. Rénal Marchal, c'est souvent évoqué ça par les chefs d'entreprise, un petit peu la complexité, le maquis. On a des dispositifs pour aider nos entreprises, mais c'est pas toujours simple pour le dirigeant d'entreprise, pour le créateur, de savoir où s'adresser, quelle porte pousser, à quel dispositif il a droit. C'est très compliqué. On avance sur ces questions-là? Oui, alors je partage le constat, ça reste compliqué. Il y a des progrès qui sont faits. Par les outils, par les interfaces. Ça demande souvent, pour avoir accompagné une entreprise aussi qui a été awardée pour 1,6 million dans le plan France Relance, c'est des relances en interne, c'est de la compréhension aussi sur le dispositif, sur les échéanciers de paiement, sur l'engagement contractuel aussi. Donc effectivement, je pense qu'il y a un petit message de simplification à passer. Et en tout cas, il y a un travail qui est fait, je sais, par nos équipes là-dessus. Voilà. D'accord. Thierry Lucotte. Ouais, je voudrais juste faire part d'une anecdote, mais elle est assez révélatrice. C'est un chef d'entreprise, Gazar, qui me la racontait. Et il a été amené dans sa carrière à fermer une usine. Et il m'avait dit que la fermeture de l'usine avait pris 6 mois administrativement. Il en a créé une, 2 ans et demi. Voilà, c'est une anecdote, excusez-moi. Oui, mais ça fait tomber le coup près, votre anecdote. Elle est significative, effectivement, mais elle montre aussi l'importance des progrès que nous avons à faire si on veut rendre les choses et rendre ces questions un peu plus accessibles. Rentrons un petit peu dans la granularité des questions qui tournent autour de cette localisation et de cette relocalisation. Pour produire, quel que soit le bien industriel qu'on ait à sortir, qu'il s'agisse de manufacturing ou de process, de fabrication ou de process continu, il faut des installations industrielles. Comment est-ce qu'elles s'inscrivent, ces installations, dans la notion de viabilité économique? Est-ce que ces installations, il faut qu'elles commencent à répondre à, je dirais, des critères qui rejoignent d'autres notions qu'on croise ici à Global Industries. C'est un petit peu le cœur de ce salon. On parle depuis quelques années de la digitalisation. Ces installations industrielles, est-ce qu'il ne faut pas qu'elles soient directement pensées avec des
des conceptions technologiques, des choses. C'est à nouveau vers vous que je me tourne, hein, Thierry, et je pense que c'est des questions auxquelles vous réfléchissez beaucoup, chers et métiers. Oui, bien sûr. Et là, que ce soit au travers du réseau ou au travers de l'école et de ses laboratoires, c'est bien sûr des questions qui sont abordées. Je voudrais revenir sur le sujet, mais en même temps le compléter, parce que je pense que la relocalisation n'est pas qu'une question économique. C'est aussi une question sociétale. Moi, je suis stupéfait de la vitesse à laquelle actuellement la société évolue dans son approche des produits, dans son approche de la consommation, et en particulier chez les jeunes. La presse s'est fait l'écho récemment d'événements, y compris dans des écoles prestigieuses. Et il y a aujourd'hui une sensibilité chez le consommateur et une sensibilité chez les acteurs de demain, les jeunes ingénieurs, sur cette responsabilité sociétale. Et je pense qu'il faut le voir comme une opportunité. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a tout un ensemble de produits. Alors on parle bien sûr des produits stratégiques et c'est important de les identifier. Mais si je vais dans les produits de consommation, aujourd'hui, les modes de consommation vont évoluer. Il va y avoir la notion d'économie circulaire. On va vouloir des produits personnalisés, customisés, comme on dit, avec tout l'impact que ça a sur les chaînes de production. Et surtout, je parle d'opportunité parce qu'on ne peut pas faire du customisé en Chine pour le consommateur français. Il faut le faire à proximité. Et on voit effectivement des grands groupes industriels aujourd'hui, je vais en citer un qui est le groupe SEB, qui a justement des réflexions stratégiques sur une production par zone de consommation. C'est-à-dire, c'est plus la peine d'aller produire en Chine pour le consommateur européen. Le modèle en termes de réactivité économique, en termes de coûts et d'acceptabilité, va être la production vers le lieu de consommation. Et ça, je crois que ça va donner énormément de chances et d'opportunités pour cette relocalisation. Ça, c'est extrêmement important et je voudrais redonner la parole à Stéphanie Pistre sur cette question-là. Et juste après, je redonnerai la parole à Marc Blanchet. Stéphanie, vous êtes toujours avec nous. C'est quand même important que le consommateur, je dirais, choisisse aussi avec son portefeuille quand même. Parce que c'est bien de fabriquer des produits, alors surtout vous qui êtes dans l'agroalimentaire, on est typiquement dans une production qui doit être localisée, mais la consommation, elle aussi, doit être localisée. Enfin, bien sûr, sur le surgelé, on peut exporter, hein, je comprends bien, mais c'est important quand même qu'il y ait une prise de conscience qui est nécessaire pour le consommateur. Est-ce que vous, c'est quelque chose dans lequel vous avez la capacité à avoir une influence ? Vous avez des stratégies dans ce domaine-là pour que le consommateur prenne conscience de la responsabilité qui pèse sur ses épaules ? La responsabilité, elle est commune et réciproque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une attente des consommateurs, c'était une tendance déjà, ça fait 5-6 ans, où on voit un changement de tendance qui a effectivement été accéléré avec les crises sanitaires successives, les crises sanitaires au sein de certains industriels, la position de l'Ukraine avec les pénuries que l'on rencontre actuellement, où là finalement toute la logique industrielle de consommation est en train d'exploser. Donc c'est peut-être un mal pour un bien, donc les consciences sont en train de bouleverser et nous, industriels, on doit prendre en considération ça, dans le choix de nos produits, dans le choix de notre process, pour que tout ce qui est traçabilité, transparence et provenance de nos produits soit au cœur du choix du consommateur. Parce que, et ça, vous le mesurez dans vos résultats ? Alors, nous, indirectement, dans nos propres résultats, puisque les produits ne sont pas forcément locaux, mais le fait qu'on soit apposé et étiqueté entreprise française, on
on a déjà un impératif de qualité, si ce n'est qu'on l'est en amont dans notre moralité personnelle, mais on a un impératif pour les consommateurs d'être le plus local possible, si ce n'est dans le produit, mais dans la chaîne de production, puisque le produit c'est une chose qui arrive dans l'assiette, mais tous les intrants, qu'ils soient ingrédients ou emballages, si on peut être vertueux tout au bout de la chaîne de production, c'est d'autant mieux. Max Blanchet sur cette question et juste après Romain Lucaso. Un point important, c'est que l'industrie, donc la réindustrialisation et l'industrie de manière générale, c'est un phénomène local. Finalement, c'est vrai qu'il y a des régions qui sont plus fortes pour certaines compétences dans certains domaines. Et ça a toujours été comme ça. Dans les grands pays aussi, on le voit aux États-Unis, toute la vallée, la vallée de l'Arve, par exemple, avec tous les décolteurs en France, c'est un tissu industriel. Ensuite, on parle aujourd'hui de la vallée de l'électronique dans le nord de la France, l'automobile dans l'Est, etc. Donc chaque région, c'est régional, l'industrie. Et dans une région, pour faire naître une industrie ou la faire disparaître, comme ça a été le cas dans les 30 dernières années sur certains domaines, il faut plusieurs ingrédients. Il faut des industriels, bien évidemment, mais il faut aussi des soutiens financiers, il faut des soutiens des pouvoirs publics également. L'industrie, ça ne pousse pas tout seul. Il y a un soutien des pouvoirs publics, d'une puissance publique qui est derrière, qui soutient l'industrie. Et il n'y a aucune grande nation industrielle qui n'a pas derrière elle un soutien très très fort de la puissance publique. Il faut aussi des laboratoires de recherche qui sont associés au secteur dans lequel on est et des écoles et des formations, de manière à créer un tissu d'emploi. Et c'est comme ça qu'on peut faire naître un secteur industriel dans une région donnée. Et ça peut remonter jusqu'à très très loin. La chimie, par exemple, lyonnaise, remonterait au tissu fabriqué dans le 11e, 15e siècle que Louis XI avait réindustrialisé à l'époque, etc. Vous voyez. Et des industries peuvent se perdre complètement. Quand vous prenez l'industrie de l'horlogerie, par exemple, ça ne vous a pas échappé qu'en France, on était très fort à une époque avec des mécanismes, des fabricants de montres, etc. Et que ça a totalement disparu au profit de la Suisse. Donc il faut arriver à refaire naître dans les territoires aussi cette logique, et c'est un élément sociétal, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, pour faire renaître donc une industrie et donc favoriser de facto la relocalisation avec tout ce qu'il faut comme ingrédient. Voilà. Alors, je vais me permettre quand même de faire une remarque, parce que bon, normalement c'est pas moi qui parle au cours d'une table ronde, mais je vais trahir un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure avant qu'on débute. En tant que journaliste, je vais bien sûr à la rencontre d'industriels. Et il se trouve que il y a quelques mois, enfin ça fait 2 ans maintenant, je suis allé visiter les installations d'un des premiers constructeurs mondiaux de robots industriels. Des robots tellement précis que ce sont les seuls robots industriels aujourd'hui qui vont dans les applications les plus précises qui puissent exister avec ces équipements, qui est la chirurgie robotisée. Et quand on parle de chirurgie robotisée, on parle d'une chirurgie d'une précision incroyable, puisqu'on parle de chirurgie du cerveau et de chirurgie de la moelle épinière. Inutile de vous dire que l'erreur gestuelle à cet endroit-là, elle est bannie. Fatal. Bon, eh bien, le seul pays au monde où ces robots sont fabriqués par un constructeur de robots qui au départ est une société étrangère, c'est une société suisse. Alors vous allez me dire, c'est nos voisins. Eh bien, ces produits sont fabriqués en France, dans la vallée de l'Arve, et quand on interroge les gens de Stobli, ils disent « mais moi ici j'ai des talents, j'ai de l'efficacité, j'ai des gens qui se sentent concernés, qui seraient prêts à passer des jours et des nuits sans dormir pour défendre ces produits qui ont cette précision-là. Je suis persuadé, moi, que je ne pourrais pas les faire ailleurs dans le monde. Le seul endroit... Je n'essaierai même pas, je ne voudrais pas prendre le risque. Je dois dire qu'en tant que journaliste, français, quand on entend un industriel faire une telle déclaration, on se dit, il y a quand même des belles choses dans ce pays, et le French bashing, il y en a assez. Maintenant, il faut aussi être capable de ne pas faire cocorico sur un seul exemple et de s'endormir sur cet exemple en disant, c'est fantastique, on est très bon, tout a qu'à rouler. J'arrête là avec cet aparté, mais bon, je pense que c'est un exemple qui méritait d'être dit. Très bon exemple. Je passe la parole à Romain et je vous la redonne tout de suite. Romain. Ouais, je vais peut-être me permettre de compléter ce que disait Max tout à l'heure sur la question du soutien des pouvoirs publics. Parce que, il y a 2 niveaux de soutien.
et ils sont pas aujourd'hui totalement au même niveau de maturité. Il y a des stratégies nationales qui portent forcément sur des gros objets, sur des grosses filières, sur lesquelles il est compliqué pour la puissance publique au niveau national de faire des choix extrêmement anglais en termes de secteur, de territoire, etc. Pourquoi en Auvergne plutôt que dans le Nord-Pas-de-Calais? Enfin voilà, c'est normal, c'est compliqué. Et après, il y a, et en reprenant ce que vous disiez tous les uns et les autres, ce qui est une évidence, il y a une histoire de lieu de façon très très locale. Et il y a une question derrière qui est celle des stratégies de développement économique des territoires. Voilà. Et force est de constater que là, pour le coup, on a une problématique de maturité collective en France sur la question des stratégies de développement économique territorial, qui est une question de focalisation. C'est-à-dire qu'un territoire donné, même s'il est très doté initialement en termes de compétences, en termes d'infrastructures, en termes de tissu économique adjacent, etc., en fait, il ne peut pas tout faire. Il a besoin de faire des choix et de se concentrer sur quelques objets, effectivement, sur lesquels la puissance publique au niveau local, la collectivité locale, la région, la bonne maille, c'est souvent des mailles en fait assez micro. On parlait d'une vallée tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas 50 objets qu'on peut soutenir. Il y en a 1, 2, 3. C'est une chaîne de valeur spécifique. Voilà, c'est une catégorie de produits spécifiques. En gros, pour être bon, il faut être focalisé. Et ça, cette culture de la focalisation, qui demande effectivement d'avoir des stratégies de développement économique très claires, où on se dit, on va faire ça, donc tout le reste, on ne le fera pas. C'est quelque chose sur lequel on a encore beaucoup besoin de maturer au niveau du pilotage territorial des politiques publiques. C'est assez compliqué en France de faire des choix. On a tendance à faire des stratégies de développement économique au niveau national, mais surtout au niveau local. Ouais, on se dit, je regarde un peu tout ce qu'il y a dans mon secteur et j'ai pas forcément envie de froisser quelqu'un. Et puis en plus, je sais pas trop, moi, en tant qu'élu local, parce que voilà, ma connaissance, effectivement, des secteurs industriels, elle est ce qu'elle est. Et en comparaison, là, pour le coup, de certains de nos voisins, de nos grands voisins européens, on a plutôt une gouvernance locale qui a besoin de maturer sur sa capacité à faire des choix anglais, resserrés, et à se dire, on va mettre le paquet sur un secteur, ou un sous-secteur, ou un sous-sous-secteur plutôt qu'un autre, et on va s'assurer qu'on est les meilleurs du monde sur... si ça doit être sur les robots chirurgicaux, ce sera sur les robots chirurgicaux et ce ne sera pas sur les robots de plongée. Mais sur les robots chirurgicaux, on sera les meilleurs. Donc ça, là, il y a effectivement un truc qui dépasse un peu les cadres simplement économiques, qui est un peu culturel, sur lequel il y a un besoin de travail collectif, sur lesquels effectivement les acteurs de l'accompagnement des territoires, ça va de BPI à la Caisse des dépôts, nous, Business France, etc. On a besoin de travailler pour aider à maturer la décision publique. Alors, je vais préciser dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, Stobli fabrique en France les robots les plus précis qui existent au monde, mais ce n'est pas les seuls. C'est-à-dire que la totalité des robots de Stobli sont fabriqués en France. Aucun robot Stobli n'est fabriqué ailleurs que dans notre pays, précisément dans la vallée de l'Arve. Bon, on va en arrêter là avec cet exemple parce qu'on ne va pas s'arrêter dessus, mais il est quand même relativement significatif. Thierry Lucotte. Oui, je voulais juste apporter un complément et réagir à l'exemple. Je crois quand une entreprise décide de faire un repositionnement stratégique, elle définit sa stratégie, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a ce besoin d'avoir la stratégie, et en général, elle l'accompagne quand même d'un plan de communication pour expliquer à son écosystème, ses clients, ses salariés, ses fournisseurs, quel est ce positionnement. Moi, je suis assez convaincu que quand on parle relocalisation, quand on parle réindustrialisation, on a besoin d'un choc de communication. Il faut remettre dans le public la fierté industrielle. Vous avez cité un certain nombre de clusters, la vallée de l'Arve, quand vous allez en Charente, vous avez comme ça des endroits. Oui, Toulouse pour l'aéronautique. Toulouse pour l'aéronautique, vous allez à Chartres pour tout ce qui est cosmétique Valais. Eh bien, vous voyez que vous développez une fierté. Et comme vous l'avez dit, les entreprises, les laboratoires, les établissements d'enseignement, tout ça, il y a une synergie. Je pense qu'il y a une nécessité d'avoir un choc de communication au plan national. Aujourd'hui, la communication autour de la réindustrialisation, c'est le business parle au business. J'ai peur que ça n'avance pas.
D'accord, et je crois que c'est important. L'exemple que vous donnez là, il est magnifique. Et il y en a des centaines. Donc, je crois que c'est important qu'on puisse évoluer pour que les gens, effectivement, le fameux Made in France, qui à un moment a été lancé, et c'était une bonne idée, il faut encore aller plus loin sur ces sujets-là. Oui, parce que dans l'exemple que je donnais, je vais encore apporter une précision. C'est que non seulement les équipements sont fabriqués en France, mais les pièces qui rentrent dans cette fabrication sont elles-mêmes fabriquées par des sous-traitants qui, pour la plupart d'entre eux, l'immense majorité, sont français et qui parfois sont de l'autre côté de la France. C'est-à-dire que tout n'est pas fabriqué nécessairement localement. Mais il faut aussi Moi, je pense que... Pardon. Pour compléter ça, je pense qu'il faut aussi éradiquer en France les causes qui ont désindustrialisé le pays. Les impôts de production, par exemple, les taxes, les choses comme ça, le fait de payer les impôts avant même de produire, les lois sur le travail. Enfin, il y a tout l'environnement aussi général qui a aussi été une cause et sur lequel, effectivement, il faut. Bon, ça a été pas mal travaillé. Et d'ailleurs, on voit depuis 2012 l'arrêt de la désindustrialisation de la France. Je tiens à le dire parce que depuis 30 ans, on a la chute de notre industrie. Et qu'à partir de 2012, ça s'est relativement stabilisé, avec un petit décrochage avec le Covid, vous voyez. Et donc c'est tout cet environnement-là aussi qu'il faut remettre donc d'équerre pour être comme les autres pays. Donc les taxes, le travail, etc., l'apprentissage qui a fortement augmenté. Donc ça, c'est les sous-jacents qui permettent justement de pouvoir faire naître l'industrie. C'est quand même, faut le rappeler, c'est très important. Ça a été travaillé. C'est pour ça que maintenant, on a cette opportunité de réindustrialiser parce que beaucoup de réformes ont été faites lors des 8 dernières années. Et puis, dernier point aussi, la communication, remettre en avant la communication sur l'industrie, sur les intérêts que ça a, et ne plus présenter l'entreprise comme étant celle qui va arnaquer les clients et enrichir les actionnaires et tutti quanti, comme on peut le voir dans les programmes scolaires en seconde, etc., etc. Donc, c'est l'image aussi de l'industrie qui doit être renouvelée. Donc, c'est tous ces éléments-là à la périphérie qui doivent être faits. Il y a un grand constructeur automobile français, je ne vais pas le citer, c'est Renault, non, je ne l'ai pas dit. Qui en ce moment fait une campagne publicitaire assez intensive sur les écrans télévisés pour ceux qui ont la chance de temps en temps de regarder des programmes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Vous venez de parler de l'apprentissage. Ça m'évoque une notion relativement simple. La relocalisation, il va falloir des talents, des compétences. Thierry Lucotte, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Venez aux arts et métiers. Des ingénieurs, des techniciens, des opérateurs. Non, mais vous avez tout à fait raison. Je vais poursuivre le propos. C'est que si l'industrie ne retrouve pas, si on n'a pas cette fierté industrielle, si on n'a pas l'attractivité vers l'industrie, on va avoir un déficit de talent. Ça, il ne faut pas se leurrer. Il y a eu des débats autour de la réforme du bac, mais c'était la dernière étape d'un long processus où effectivement l'enseignement scientifique et l'enseignement technologique ont été sacrifiés. C'était le corollaire, alors la conséquence ou pas, mais en tout cas le corollaire de la désindustrialisation. Et je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui une urgence pour... Et très tôt, il va falloir investir dès l'école primaire, dès le collège, pour avoir les résultats dans 10 ans, dans 15 ans. Il va falloir investir. Le mot a été lâché aussi. Il va falloir que ça a commencé. Il y a vraiment là une dynamique qui s'instaure autour de l'apprentissage pour justement... irriguer très tôt et donner cette fierté de l'industrie. Et puis, il va y avoir la formation continue. Là aussi, je veux dire, les nouvelles technologies. Parce que quand on parle de digitalisation, on ne parle pas des geeks qui développent une plateforme pour livrer des pizzas. Non, mais il faut bien faire monter les opérateurs en compétences. Il faut que l'industrie, elle ne se redéveloppera, elle ne se relocalisera qu'avec des moyens de productivité. Et c'est clair que la digitalisation des process est un élément clé pour
arriver à une équation économique acceptable. Donc vraiment la formation, oui, c'est un enjeu clé. Stéphanie Pistre, vous êtes chef d'entreprise. Comment vous faites pour trouver les talents, les compétences? Comment vous réussissez à former vos opérateurs, à les accompagner, à les aider? Comment vous vous y êtes pris? Alors, enfin, nous, on va devoir s'y mettre. Le problème est double, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, en plus, on est dans le Gers, donc il y a un problème d'attractivité de la région et du secteur départemental qui fait que les gens, effectivement, peuvent préférer travailler sur Toulouse, justement. Pourtant, c'est joli par là, hein? Oui, c'est joli, oui, mais c'est un peu loin de tout. Donc, quand il y avait le Covid, on voulait du verre. Maintenant, je ne sais pas si on en veut toujours. Mais pour venir travailler, on a une difficulté à faire venir des employés, puisque nous, notre projet, il a pour ambition d'embaucher entre 20 et 30 salariés. Donc, bien évidemment qu'on va se tourner sur de l'apprentissage et de l'alternance, parce que c'est le devenir et pour nous et pour l'employé, c'est-à-dire qu'il va être formé à notre entreprise, sur nos machines. Il a la compétence des formations, donc là aussi, il faut que les formations s'adaptent aux métiers de demain et à nos métiers de relocalisation. Mais au-delà de l'attractivité des industries, il y a aussi les attractivités des territoires. Donc là, il est très important que, puisqu'on sait que les bassins industriels sont assez régionalisés, certains sont très attractifs de par la région, d'autres un peu moins, mais ils sont en mouvance permanente. Et là, on a une difficulté de trouver des gens et des gens formés. Donc c'est vraiment un enjeu d'aujourd'hui et de demain. Ouais. Alors, je me retourne à nouveau vers le président de la Société des ingénieurs arts et métiers. Je voudrais savoir, parce que je voudrais que vous nous disiez si aujourd'hui, par exemple, vous avez dans vos jeunes que vous formez dans votre école, est-ce que vous en avez qui je dirais, arrivent dans votre école avec l'idée de faire une carrière industrielle, ou est-ce que vous devez les pousser vers ça? Et puis alors, il y a une deuxième question que je veux vous poser, c'est est-ce que vous arrivez à attirer des jeunes femmes aujourd'hui vers ces filières? Alors, J'avais la même question. Deux questions méchantes, hein, ça vous fera. Oui, histoire de mal finir. Je vais traiter la seconde, les jeunes femmes. Malheureusement, non. Et là, le problème est bien en amont, hein, parce que quand on regarde la proportion de jeunes femmes dans notre école, et quand on regarde dans les classes préparatoires, on retrouve la même proportion. Et quand on retrouve les filières scientifiques au lycée, on a la même proportion. Donc on voit bien que la barrière culturelle s'est produite très tôt et pratiquement à la fin du collège. Juste une question, j'imagine que vous travaillez de manière assez étroite avec Amel Kefif et l'association Elle Bouge sur toutes ces questions-là. Oui, on travaille sur ces questions, on fait avec les ingénieurs et scientifiques de France, on fait de la promotion dans les lycées, dans les collèges, mais le constat est que ça ne bouge pas beaucoup. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur cette communication et ce choc culturel vers la fierté de l'industrie. Il y a un travail à faire auprès du grand public, la barrière n'étant pas forcément chez les jeunes filles, mais chez les parents. Donc on parle bien d'une barrière culturelle. Pour les jeunes qui intègrent l'école, alors déjà s'ils viennent chez nous, c'est qu'ils ont envie d'aller vers l'industrie. Donc là, le filtre, il est quand même fait. On voit qu'il y a cette appétence pour être des pionniers et c'est un peu dans notre ADN, pour être des faiseurs, c'est-à-dire pour apporter des solutions. C'est-à-dire que je pense que si vous allez sur les stands, si vous allez dans les allées de ce salon, on va beaucoup vous parler de difficultés de recrutement. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont confrontées à cette difficulté. Et je crois que les jeunes, ils sont prêts à faire, ils sont prêts à s'engager, pour autant que les entreprises leur donnent l'opportunité de s'engager. Et il y a aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un discours chez les chefs d'entreprise, on vient de l'entendre aussi, de dire, ben voilà, on a besoin des jeunes pour faire. Et les jeunes disent, ok, mais garantissez-nous que vous allez nous donner la liberté pour faire. Et là, il y a
il y a, au niveau du modèle de management, au niveau du modèle de gestion de projet dans les entreprises, ça va remettre beaucoup de choses en cause, sinon ils vont perdre les jeunes talents. Max Blanchet. Et je pense que pour donner une perspective un peu plus mondiale liée à ce phénomène, hein, c'est vraiment indispensable de développer ces talents, évidemment, en France. Mais on va être en concurrence avec un nombre de pays qui forment des ingénieurs, hommes et femmes d'ailleurs, de manière absolument incroyable. Il y a des talent pools, comme on dit, des pools de compétences qui naissent donc dans des pays en Pologne, dans des différentes zones, en Inde. C'est complètement fou. Je crois que c'est 1,5 million d'ingénieurs formés tous les ans qui sortent d'Inde et autant de Chine. Mais aussi, vous avez toute l'Asie du Sud-Est. Vous avez aussi, évidemment, l'Afrique. Etc. Donc finalement, ça va nous mettre dans une situation de concurrence sur les talents qui va être absolument prodigieuse et alors après, les entreprises qui ont besoin de développer de plus en plus de techno, de digital, de choses comme ça, d'intelligence artificielle fait un appel énorme aux compétences et seule la France ne pourrait servir. Et donc, ils vont géolocaliser leur centre de développement de R&D. On le voit, il y a une tendance extrêmement importante à la délocalisation, mais la localisation de centres de R&D dans le monde pour bénéficier de compétences aussi très élevées. On voit des saturations et des taux d'attrition sur les compétences encore très forts dans différents pays du monde. Et on voit que on va être face à un dilemme mondial extrêmement puissant, quoi. Alors on revient si on n'a pas quelque les part. talents, on n'aura pas les ingénieurs. Si on n'a pas les ingénieurs, on n'a pas les R&D. Si on n'a pas les R&D, on n'a pas la production. Parce que la R&D, la production, tout ça, ça se suit. Et que finalement, c'est aussi une des causes de la désindustrialisation, hein. On revient aussi à cette notion de stratégie où on va peut-être avoir envie de protéger les process, nos inventions, notre créativité. Et donc, quelque part. Et alors là, c'est peut-être pas sur une dimension française, franco-française, que va se faire la réponse, mais peut-être plus sur une notion de cluster à l'échelle européenne. Alors, je sais que ce mot cluster est galvaudé, mais est-ce que l'un d'entre vous a un mot à dire, par exemple, sur ces questions? Est-ce qu'on n'a pas aussi une carte de la dimension européenne, parce que relocalisation, ça peut être aussi d'avoir une pensée de relocalisation continentale. Max? Alors, juste un commentaire aussi sur les compétences. Souvent, nos ingénieurs français on travaille beaucoup avec toutes nos formations d'école, etc., sur le produit. Or, ce qui est important pour industrialiser, c'est de travailler, d'avoir des ingénieurs sur le process, c'est-à-dire la façon de fabriquer. Je ne sais pas moi, impression 3D, machine, numérique, robotisation, etc. Et là, effectivement, il y a une espèce de carence aujourd'hui en France, dans les cartes formation, pour former des ingénieurs à la façon de fabriquer. Et si on n'a pas ces compétences-là en France, alors on aura du mal à industrialiser et fabriquer en France. Et donc, de ce fait, ça empêche la relocalisation. Donc ça, c'est aussi un point extrêmement important de pouvoir créer davantage de formation dans les masters, les écoles d'ingénieurs, l'apprentissage, etc., sur le process industriel. Stéphanie Pistre, je voudrais vous demander, sur cette notion de filière à l'échelle européenne ou de cluster, enfin bon, le terme n'a pas une très très grande importance. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui peut revêtir une certaine importance dans votre réflexion stratégique? Sur le choix d'équipement ou sur quoi exactement? Oui, je veux dire, dans la manière dont vous pensez la globalité de votre chaîne de valeur, est-ce que la notion, la dimension européenne peut demain être une aide? Peut-être pas immédiatement aujourd'hui, mais c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez d'ores et déjà ou pas? Disons que nos équipements sont assez spécifiques. Donc, effectivement, où on a des entreprises industrielles qui arrivent à le fabriquer en France, où on est, entre guillemets, obligé d'être sur des industries qui sont spécialisées dans ce métier-là et qui vont être plutôt dans l'Europe du Nord. Maintenant, ce qu'il disait sur le fait que de savoir fabriquer une machine, c'est très bien, mais en la fabriquant, d'intégrer le process de production et ce pourquoi elle va être fabriquée, est tout aussi important parce qu'il y a une compréhension du client et donc et du process que le client veut mettre en place dans la fabrication et dans la conception des machines. Donc au-delà d'être des fabricants d'équipements, il faut effectivement intégrer toute cette ingénierie de process de production
de l'industriel, alors agroalimentaire ou quel qu'il soit, mais c'est important pour le fabricant de l'équipement d'intégrer ce pourquoi la machine va être faite. Et ça, c'est vrai que dans l'ouverture d'esprit des ingénieurs et futurs formés, c'est important qu'il y ait une ouverture d'esprit au-delà de l'équipement pur. Merci. Thierry Lucotte, vous vouliez ajouter un mot? Oui, je voulais juste aller tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit. Il y a eu un rapport là, de l'Inspection générale de l'éducation nationale justement sur le lien formation-réindustrialisation et qui fait apparaître très clairement le lien entre R&D, industrialisation, production. Je rappelle que il y a 20 ans, on était dans le mythe, on va faire la R&D en France et il y aura des petites mains qui fabriqueront ailleurs. Et on a perdu la R&D parce que la R&D s'alimente aussi de l'industrialisation qui s'alimente de la production. Donc, quelque part, la R&D a suivi, quoi. Voilà, Oui, à partir du moment où on a lâché la production, on n'a pas d'industrialisation, on a perdu la R&D. Donc il faut vraiment bien comprendre que c'est l'ensemble, je dirais, aussi bien sur le produit que l'industrialisation et la production. Et on va revenir sur des basiques qu'on avait dans les décennies précédentes. Mais simplement, c'est la vraie vie industrielle. Et quand on parlait des clusters de la vallée de l'Arve ou d'autres, c'est des endroits où ça a été maintenu. Vous parliez d'horlogerie. Je suis désolé, mais on l'a perdue dans le Jura français. Elle est juste de l'autre côté de la frontière. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas un problème de délocalisation, je veux dire. Donc voilà, c'est juste cette dimension-là que je voulais rajouter. Alors, on sent bien que c'est un sujet crucial. Je crois qu'on a évoqué beaucoup de choses. Malheureusement, le temps qui nous était imparti est déjà dépassé depuis un moment. Et on va devoir rendre le plateau. Je vous remercie à tous de nous avoir rejoints ici. Vous avez été nombreux, vous avez été attentifs. Vous êtes un public formidable. Je vous remercie d'avoir été là. Je remercie à tous nos experts de nous avoir rejoints. Stéphanie Pistre, vous étiez en distanciel, mais votre expérience nous a été précieuse. Je vous remercie vous aussi. Bonne journée à tous, bon salon et vive l'industrie. Merci, au revoir. Vive la Au revoir. Merci. Au revoir.